Bonsoir, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal. Dans les titres de ce jeudi 6 octobre, au lycée des métiers Charles de Gaulle à 7, les professeurs ont exercé leur droit de retrait. Aujourd'hui, une enseignante a été frappée par une élève de première hier. La mobilisation nationale des retraités à Montpellier, ils étaient plus de 150 à manifester pour une hausse des pensions, près de 500 à Nîmes. À Montpellier, après un feu de cuisine, les étudiants de la cité universitaire boutonnée réclament des mesures de sécurité. Le Crous répond responsabilisation des jeunes habitants. Et on terminera avec le portrait du Nîmois Jérôme Chauvet. Cet ancien handballeur a pris les rênes de l'USAM cette saison. Et tout d'abord, les fortes perturbations qui touchent le trafic SNCF. Hier, un contrôleur a été très violemment agressé dans le train Strasbourg-Lyon. Un fait divers qui a provoqué une vive émotion. Le syndicat CGT et le syndicat Sud ont appelé à la grève immédiate dès cet après-midi. Un appel très suivi en Languedoc-Roussillon pour savoir si votre ligne est concernée. Un site internet www.infoligne.fr. Mais la direction de la SNCF demande aujourd'hui à tous les voyageurs de reporter leur voyage dans la mesure du possible. Il n'y a pas eu cours au lycée des métiers Charles de Gaulle de 7 ce matin. Les enseignants ont décidé d'exercer leur droit de retrait. Hier, une élève de première s'en est prise violemment à un professeur. L'adolescente l'a frappé plusieurs fois au visage. Un incident qui a bien entendu provoqué l'émoi de l'équipe enseignante et des élèves. Le reportage à 7 d'Olivier Brachard. On a entendu le bruit, nous on était en contrôle, donc oui, ça nous a surpris. Et après, on a entendu au fur et à mesure ce qui s'est passé. Ça se fait pas, c'est un manque de respect envers la personne parce que voilà quoi, elle est grande, l'autre c'est une petite, en plus c'est une enseignante donc ça se fait vraiment pas quoi. La femme elle est venue pour travailler, donner des études quoi et à la fin elle se fait frapper. Salle A210 du lycée technique Charles de Gaulle, mercredi matin, une classe de première assiste en petit groupe au cours du professeur de vente. L'enseignante demande à une élève turbulente de sortir de la classe pour se calmer. La jeune fille refuse. L'enseignante sort alors ses affaires de la classe et là, l'élève perd le contrôle de ses nerfs. Dans le couloir, l'élève a collé l'enseignante contre le mur et l'a frappé plusieurs fois au visage, à coups de poing. Nous l'avons bien évidemment exclu immédiatement à titre conservatoire jusqu'à réunion du conseil de discipline. Nous avons pris en charge l'enseignante qui avait été battue. Pas de cours aujourd'hui, les 60 enseignants du lycée ont fait valoir leur droit de retrait. L'après-midi, ils ont même échangé avec les élèves sur des questions d'éducation civique et de citoyenneté. L'élève incriminée, elle, est en garde à vue et le lycée a fait appel à la cellule psychologique du rectorat. La rédaction de Midi Libre est en grève ce matin à l'occasion d'un comité d'entreprise extraordinaire. La direction des journaux du Midi présentait son plan de transformation. Sur l'année 2012, 158 postes seront supprimés avec incitation au départ volontaire. Le groupe Journaux du Midi possède notamment 3 quotidiens régionaux, l'Indépendance, Centre Presse et Midi Libre. Et cet après-midi, une centaine de salariés de la rédaction du quotidien régional se sont rassemblés devant le siège de Midi Libre. Ils dénoncent les restructurations annoncées. Dans l'organisation générale de la rédaction, comment vont travailler ceux qui vont rester, comment on va traiter l'information, et on voit très mal une information de qualité et bien traitée pour qu'on puisse avoir du lecteur et on puisse vendre du papier. Car actuellement, c'est le journal imprimé qui permet de vivre et qui permet d'investir dans l'Internet et dans beaucoup d'autres choses. À Midi Libre, 57 postes de journalistes et de photographes seraient menacés. Demain, la rédaction est donc en grève. Il n'y aura pas de journal samedi. Les retraités étaient dans la rue aujourd'hui. Une mobilisation nationale à l'appel de l'intersyndicale des retraités. À Montpellier, ils étaient entre 150 et 300 à manifester, jusqu'à 500 à Nîmes. Ils réclament notamment une augmentation des pensions. Le reportage dans le cortège gardois, Olivier Michel. Ils s'appellent Marcel ou Antoine, sont retraités de la SNCF ou des travaux publics et ont pour point commun de devoir se serrer la ceinture à chaque fin de mois. On ne part plus en vacances, on ne peut pas faire de voyage. D'aller tous les jours à la boucherie pour se prendre un steak, on tire sur... même les fruits et les légumes, on nous dit de manger 5 fruits et légumes par jour. Mais avec les retraites qu'on a, on ne risquera pas de les manger. Des difficultés qui les ont poussés aujourd'hui à manifester. Principale revendication, la revalorisation des pensions et la prise en charge de la perte d'autonomie. On veut un minimum de 1 700 €, y compris en base des salaires, une augmentation de 300 € de rattrapage
Donc c'est important. En même temps, par rapport à... On veut que la loi sur l'autonomie soit prise en compte, pour la perte de l'autonomie soit prise en compte directement par la sécurité sociale. Au total, 110 rassemblements ont été organisés sur le territoire français. À Nîmes, ils étaient 500 à manifester. Et Jean-Claude Mailly était à Nîmes aujourd'hui. Après le secrétaire général de la CGT la semaine dernière, c'est au tour de celui de Force ouvrière de faire le tour des services du CHU. Jean-Claude Mailly est allé à la rencontre des personnels hospitaliers à l'écoute de leurs difficultés. On l'écoute au micro d'Alain Belon. Ce qui ne va pas, c'est les organisations du travail, le fait que les conditions de travail qui se détériorent, des personnels qui souhaitent à un moment donné changer de service. Et quand vous êtes dans des services durs, quand je dis durs, de type cancérologie ou autre, c'est y compris physiquement dur, c'est psychologiquement dur. Il faut que le gouvernement comprenne que dans un hôpital, on n'a pas des boîtes de conserve en face. On a des gens malades, donc avec un rapport particulier. Donc il faut leur donner, y compris les moyens, il faut y compris modifier les modes de financement des hôpitaux. C'est un travail de fond, mais il ne faut pas traîner, il faut commencer rapidement. Une visite qui intervient avant la manifestation des services publics du 11 octobre et surtout avant les élections professionnelles prévues du 13 au 20 octobre dans la fonction publique. Dans le Gard, on estime que 10 000 personnes sont touchées par la maladie d'Alzheimer. Pour permettre aux patients, mais aussi aux accompagnants, de trouver toutes les réponses médicales et sociales sur un même lieu, Maya a été créée à Bagnols-sur-Cèze. La maison de l'autonomie et de l'intégration des malades d'Alzheimer est en fait un centre d'accueil et de prise en charge des familles touchées par la maladie. On écoute les responsables au micro de Franck Chassagnan. Alors le principe, c'est d'abord de répondre aux besoins des populations, notamment des malades d'Alzheimer et de leurs familles, des proches et des aidants. C'est mettre de la proximité, mais d'apporter des réponses dans la proximité à leurs préoccupations, à leurs problèmes, dans la gestion de situations qui sont extrêmement difficiles. Et c'est de la mise en synergie, notamment des partenaires sur le territoire et des opérateurs de terrain. C'est la construction d'un guichet intégré. Les personnes où qu'elles s'adressent vont disposer de la même information parce que les partenaires auront travaillé sur des outils communs, connaîtront leur intervention et les limites et les interventions des autres. Et Maya est une première expérimentale en Languedoc-Roussillon. L'ouverture de cette maison, ce type de guichet unique, est prévue début 2012. À Montpellier, les étudiants élus de la cité U boutonnée montent au créneau. Lundi, un incendie accidentel s'est déclenché dans l'une des cuisines de la cité. Les étudiants dénoncent un manque de sécurité et du côté du Crous, on demande aux jeunes gens de prendre leurs responsabilités. Les détails avec Antoine Mouton et Alexandre Clabot. Une plaque électrique, une poêle, de l'huile sans surveillance et un incendie. La semaine dernière, ici, l'une des cuisines prenait feu. Grâce à l'intervention rapide des habitants, le drame a été évité de justesse. L'affaire aurait pu en rester là, mais 2 jours plus tard, les étudiants reçoivent un courrier dans lequel la direction de la cité U menace l'ensemble des résidents de supporter le coût des travaux de réparation si l'auteur du sinistre n'est pas identifié. C'est une mesure injuste parce que déjà aujourd'hui les étudiants ont beaucoup de mal à boucler leur fin de mois. Les bourses tombent assez tardivement. Donc amorcer en plus une pression en menaçant en brandissant la menace de la sanction financière, je pense que l'étudiant ne se sent pas à l'aise avec cette situation. Au Crous, l'intervention controversée de la direction de la cité U gêne, mais c'est d'abord la responsabilité des étudiants qui est pointé. Ces postes de direction de cité, c'est pas tout le temps des postes faciles, parce que si la direction de la cité a pris cette mesure un peu rapidement, c'est que peut-être aussi suite à beaucoup d'incivilité. Donc c'est une manière aussi de rappeler un petit peu la vie collective et que chacun doit respecter l'autre. De leur côté, les étudiants dénoncent également un manque de sécurité, comme par exemple l'absence de détecteurs de fumée. Mais selon le Crous, des contrôles ont régulièrement lieu et les normes seraient respectées. Des bouteilles de gaz, des meubles, des caddies, voici ce que les étudiants de Polytech Montpellier ont trouvé dans la Mosson aujourd'hui. À l'occasion de leur 3e journée citoyenne, ils étaient une centaine à nettoyer la rivière sur un tronçon de 2 km à Montpellier. En 2009, ils avaient ainsi ramassé 12 mètres cubes de déchets. On écoute Stéphane Lagoutte, le responsable d'équipe. Par rapport au volume de déchets qu'on a ramassé aujourd'hui, on a l'impression quand même que la Mosson est un petit peu plus propre que lorsqu'on l'a trouvée il y a 2 ans.
mais il y a encore beaucoup de travail de prévention à faire auprès de la population. Pour ce qui est des moyens matériels, on espère toujours plus des organismes publics. Donc on espère que les années suivantes seront d'autant plus suivies par l'agglo, par les services publics de Montpellier. À Montpellier, le stade Philippides sera fermé dès le 17 octobre. Pendant 6 mois, la piste et les abords seront entièrement rénovés. Un chantier d'1 300 000 € qui devenait urgent pour ce stade construit il y a 20 ans, comme l'explique Patrick Vignal au micro de Jean Brun. Ce stade était vieillissant. Aujourd'hui, on a une place forte à Montpellier de l'athlétisme. On a 3 grands clubs. Aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui pratiquent sur ce stade. Je précise que ce stade appartient à l'université. On a un pôle de France exceptionnel. On a un club qui est parmi les 16 meilleurs de France. Et on a des gens qui pratiquent. Donc, on va refaire ce stade et surtout, on va faire une piste de jogger qui fait 500 mètres, qui permettra aux citoyens du quartier de pouvoir accéder et de pouvoir faire leur footing en toute sécurité. Et à cette occasion, Patrick Vignal a également annoncé que la ville de Montpellier serait candidate à l'organisation d'un championnat du monde d'athlétisme indoor. Ça se passera à l'Arena. Handball, le MHB se rend à Ivry ce soir, un match de championnat pour les handballeurs montpelliérains qui iront ensuite défier Kiel pour le compte de la Ligue des Champions. À Nîmes, les handballeurs se rendront à Tremblay dimanche, l'occasion pour l'USAM de confirmer son bon début de saison. La toute première pour Jérôme Chauvet, le Nîmois pur souche a succédé à l'emblématique Laurent Puységur à l'intersaison. Un portrait signé Nicolas Pinchino. Les joueurs qui ont joué 60 minutes, qui ont fait un match, etc., non problème. Le dimanche... Plutôt strict avec ses joueurs, le nouveau coach de l'USAM impose autant par sa voix que par son caractère. Et pourquoi cet ancien pivot qui a connu un titre de champion de France avec le club nîmois vient d'une famille de rugbyman et c'est seulement vers 13 ans qu'il se met au hand. Sélectionné en équipe de France Espoir, il côtoiera toute la génération d'Estoclin, Richardson, Vilberger, Houlet. Il mettra un terme à sa carrière de joueur après avoir contribué au retour de l'USAM en élite. C'est ensuite avec Christophe Mazel qu'il fera ses premiers pas d'entraîneur à la tête de l'équipe nîmoise avant d'exercer toute sa pédagogie avec le pôle Espoir pendant 5 ans. En succédant à Laurent Puységur, il retrouve seul, cette fois-ci, l'équipe première de l'USAM. Là, ce qui est important, c'est d'instaurer une bonne dynamique. La première chose, moi, de perdre les 2 premiers matchs, -3 à Saint-Raphaël et -2 contre Chambéry chez nous, ne me satisfaisait pas. Il est temps maintenant d'être les acteurs de notre destin. Après 2 défaites et une victoire dimanche, l'USAM va à Tremblay en France. Un match important dans sa quête de confiance pour l'équipe nîmoise. La confiance dans ce sport de haut niveau ne peut passer que par la victoire. Enfin, si je dois mettre deux ingrédients, le travail qui débouche sur la victoire. Mardi soir, un bon entraînement. C'est la fin de cette édition. Vous pouvez retrouver ce journal sur notre site internet tvsud.fr. Prochain rendez-vous avec l'actu demain à 12h30. Passez une très belle soirée sur TV Sud.